Alors, le représentant de la Ville de Montréal, M. Daniel Oder, qui est chef de division à la direction des grands parcs et du verdissement. Bonjour, M. Oder. Bonjour. Vous allez nous présenter les gens qui vous accompagnent? Oui, alors je suis de la direction des grands parcs et du verdissement. Je suis accompagné ce matin de M. Daniel Groux, à ma droite, ainsi que Sabine Coursier. Suite à la pétition qui a été déposée en novembre dernier, c'est la direction des grands parcs qui a eu le mandat de faire une espèce d'état des lieux de l'action municipale en matière d'agriculture urbaine, ce qu'on vous propose de vous présenter ce matin. Le mandat, donc, comprend uniquement les actions que pose la municipalité ou dans laquelle la municipalité est impliquée et non pas l'ensemble de l'état de l'agriculture urbaine. Je fais une distinction importante en commençant. Le premier constat qu'on a pu voir, c'est que la Ville est solidement impliquée dans toutes sortes d'initiatives reliées à l'agriculture urbaine, mais que ça découle de participation d'un large groupe de services centraux, d'arrondissements, de paramunicipales. Donc, notre tâche a été vraiment de rassembler ces gens-là et de chercher à faire une espèce de synthèse de tout ce que fait la Ville. En ce sens, il n'y a personne à la Ville qui peut vraiment se présenter comme un spécialiste d'agriculture urbaine. Puis je pense que, clairement, les experts sont davantage dans la salle ce matin que sur la tribune. Je veux juste le clarifier, là, on n'est pas des experts en agriculture urbaine. Ouais. Je voudrais aussi dire que la pétition a été reçue avec un certain enthousiasme, je pense. C'est rare qu'une ville reçoit des pétitions puis est enthousiaste. Mais c'est le cas, ça a été le cas pour cette pétition. Puis je pense que ça arrive à un bon moment. C'est un moment où on est en train de reviser les divers plans, les schémas d'aménagement de la communauté, de l'agglomération de Montréal. Donc, il y a une occasion là, de revoir et de voir comment on peut faire. Mais c'est clair que ce n'est pas un sujet que la Ville peut mener toute seule. C'est vraiment un jardin collectif dans tous les sens du terme. Donc, sur ça, je vais céder la parole à Sabine, qui va présenter donc ce rapport, puis on pourrait ouvrir aux questions par la suite. C'est ça, juste pour préciser que le rapport qu'on a réalisé puis que vous trouvez sur le site web de l'Office de consultation publique a été réalisé en coordination avec différentes directions de la ville, les 19 arrondissements et les sociétés paramunicipales. Et comme le disait Daniel, c'est avec plaisir qu'on voit que le droit d'initiative a été utilisé puis débouche sur une consultation publique. Avant de commencer ma présentation, je voudrais tout d'abord vous présenter le semeur. Le semeur, c'est une statue d'Alfred Laliberté que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et puis je vais commencer par vous poser une question. Je voudrais savoir qui c'est dans la salle. Je vous demanderai de lever la main pour savoir qui c'est, où se trouve cette statue. Ah, pas beaucoup de réponses quand même, mais oui, effectivement, c'est une statue qui se trouve à l'entrée de l'hôtel de ville et puis vous êtes certainement passé devant, mais sans nécessairement la voir, cette statue. Donc cette statue du semeur qui représente le vaillant travailleur, qui représente le personnage qui montre avec fierté le travail de la terre. Mais si on lit le commentaire d'Alfred Laliberté, c'est aussi le semeur d'idées, le semeur de vie. C'est donc une très belle invitation pour démarrer cette consultation publique. L'agriculture urbaine, quand on a commencé à travailler sur ce dossier, on s'est demandé qu'est-ce qu'on entend par agriculture urbaine. Et on parle de l'agriculture urbaine, c'est entendu comme une production alimentaire en milieu urbain. Dans le passé, on avait plutôt tendance à parler de jardinage, et puis le jardinage était vu avant tout comme un loisir. Mais ces dernières années, avec la diversité des initiatives qui se sont développées dans différents lieux de la ville, que ce soit dans la zone périurbaine, sur les toits, sur les balcons, et puis aussi la diversité des initiatives, qu'elles soient citoyennes, communautaires ou commerciales, on s'est mis plus à parler d'agriculture urbaine pour montrer l'importance des enjeux qui accompagnent cette activité dans un contexte économique et environnemental en évolution.
La ville de Montréal est bien consciente des nombreux bénéfices que procure l'agriculture urbaine sur le plan économique et du fait d'une production alimentaire en milieu urbain et aussi en lien avec la sécurité alimentaire. Je vais aller vite, je pense que dans le courant de la journée, on reviendra sur tous ces bénéfices. Bénéfices aussi sur le plan social et notamment de l'intégration sociale. Bénéfices du point de vue de l'environnement et de la qualité de vie. Les jardins participent grandement à la biodiversité. Enfin, bénéfice sur le plan de la santé en contribuant à de saines habitudes de vie. Le fil directeur qui nous a guidés dans ce travail préparatoire à la consultation était de voir dans quel lieu et dans quel domaine la ville intervient en agriculture urbaine. Donc, comme le disait Daniel, il ne s'agit pas de faire le portrait de tout ce qui se passe en agriculture urbaine à Montréal, mais de voir, nous, villes, comment on est impliqué dans ce dossier. Au cœur de la fleur, vous pouvez voir différents lieux et types de projets agricoles, tandis que dans les pétales, on voit plus les champs d'action de la ville. Donc on peut voir, ce schéma montre que l'agriculture urbaine est un dossier qui fait appel à de nombreuses expertises, et puis l'agriculture urbaine est très multifonctionnelle. Donc la ville intervient de deux façons, de manière soit directe, dans le cas par exemple de la réglementation ou dans le cas des jardins communautaires, ou encore sur le plan de l'information, de la sensibilisation. Puis la ville intervient aussi de manière indirecte en soutien à des organismes, par exemple en lien avec des programmes reliés à l'habitation ou en lien avec des programmes reliés au développement durable qui permettent de soutenir des initiatives communautaires à travers la ville. Il nous a semblé important de situer le développement de l'agriculture urbaine dans l'histoire de Montréal et de rappeler qu'une forte proportion du territoire était encore agricole au milieu du XXe siècle. Alors ici, on voit en 1947 le quartier Côte-des-Neiges. On voit ici l'avenue Côte-des-Neiges. Ici, c'est Van Horn, la paroisse Saint-Pascal-Bellon. Et puis, on voit combien l'activité agricole était présente encore récemment à Montréal. Et je voudrais souligner aussi que les chemins de côte, ici, dans le cas Côte-des-Neiges, constituent les témoins les plus anciens de l'activité agricole. Ce sont les tracés fondateurs de la ville qui ont guidé le développement de Montréal. Une autre photo, ici, on est à Saint-Léonard. On peut voir ici l'église Saint-Léonard. Ça, c'est la rue Jarry. Et puis, on voit ici la future rue Lacordaire. Donc là, on est en 1948. Donc on voit que encore récemment, l'agriculture était très présente. Il y a aussi de nombreuses traces du passé agricole ancien. On voit sur cette carte les résultats d'un inventaire qui a été réalisé en 2006 par le Bureau du patrimoine, qui a permis de documenter quelques 170 maisons de ferme qui ont été construites entre le XVIIe et le XIXe siècle. Donc les maisons de ferme, c'est les petits points que vous voyez en gris, donc répartis sur l'ensemble du territoire, mais beaucoup aussi sur les tracés fondateurs de la ville. Et puis cette carte, elle montre aussi des secteurs qui ont conservé des ambiances champêtres. Donc ici en orange, on voit le chemin Sainte-Marie à Sainte-Anne-de-Bellevue. On a ici en bleu le chemin Seineville et le boulevard Gouin à Pierrefonds. En rouge, le Cap Saint-Jacques. En vert, les pourtours de l'île Bizarre. Et puis à l'est, la pointe est de l'île. Donc quand vous promenez dans ces secteurs, il y a encore des ambiances champêtres qui sont très marquées. Un autre témoin important, c'est le jardin du gouverneur donc du château Ramsay, qui est un exemple de jardin d'une maison bourgeoise du XVIIIe siècle. Les potagers étaient une nécessité à l'époque et ils ont joué un rôle majeur dans le développement de la colonie. Donc, le jardin a été aménagé en 2000. L'accès est libre. Si vous ne connaissez pas cet endroit, je vous invite vraiment à y aller parce que c'est magnifique, un très beau jardin. Et les fruits et légumes qui y sont produits sont donnés à l'accueil Bonneau.
il nous a semblé important aussi de faire un petit détour sur l'art et l'agriculture. La ville de Montréal possède une collection de 900 œuvres d'art public, dont certaines sont directement un hommage à l'agriculture. On peut voir ici la ferme Saint-Gabriel, qui est une œuvre du peintre Georges Delfosse. On a la femme au seau, qui fait face au semeur dont je vous ai parlé précédemment à l'entrée de l'hôtel de ville. Et puis ici, une œuvre d'une facture plus contemporaine, c'est les graminées du jardin Saint-Sulpice dans l'arrondissement Annecy. C'est une œuvre de la sculpteur Linda Kovic qui évoque le jardin communautaire Saint-Sulpice.